Alors, bonjour, je m'appelle Anne-Marie Mecto, je suis agente de relations humaines au CIUS du Centre-Sud de l'île de Montréal. Je travaille au programme Rond-Point. Donc, dans le fond, le Rond-Point, c'est un projet de partenariat à l'intention des femmes enceintes et des parents dont la consommation fait partie de leur histoire. C'est un programme qui fonctionne par prêt de service. Donc, il y a plusieurs professionnels impliqués de divers services. Moi, en fait, je suis un prêt de service de relais. Donc, je travaille spécifiquement auprès des femmes enceintes et parents qui sont en traitement par agoniste opioïde. Voilà. Donc, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour discuter de la réduction des méfaits en contexte de périnatalité, parentalité. Je n'ai aucun conflit d'intérêt en lien avec cette présentation. Et alors, de façon plus spécifique, on va identifier quelques facteurs psychosociaux qui peuvent influencer l'usage de substances dans un contexte périnatal ou parental. Regarder quelques approches et philosophies qui guident nos interventions. Et tout ça dans le but de faire ressortir l'importance de votre rôle, en fait, de notre rôle en tant que professionnel de la santé auprès de cette population pour laquelle la stigmatisation et la peur du jugement peuvent poser une barrière significative si on n'y demeure pas sensible. Alors, l'utilisation du féminisme se veut inclusif et comprend toute personne sans égard à leur identité ou leur expression de genre. Alors, on sait que la réalité de la consommation chez les femmes enceintes et parents en est une qui est complexe sur le plan psychosocial. Alors, on va commencer par la base. Qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à consommer enceinte ou pas? En fait, c'est peut-être la base, mais c'est essentiel de considérer qu'il y a plusieurs différentes raisons que quelqu'un peut consommer. Que la consommation s'inscrit dans un contexte duquel on ne peut pas faire abstraction si on souhaite véritablement accompagner la personne dans son processus de changement, pour voir plus loin que le symptôme qui est la consommation, pour comprendre la fonction du produit pour la personne devant nous. Alors, il peut y avoir des enjeux d'automédication pour soulager une douleur physique ou émotionnelle. Si c'est le cas, ce sera important d'adresser la douleur, de tenter de mieux la comprendre et idéalement d'aider la personne à la soulager autrement. La consommation peut être une source de plaisir à la base. C'est important de reconnaître les avantages et non seulement les inconvénients et les conséquences de la consommation. Donc, pour outiller la personne à se trouver des solutions de rechange, mais aussi de reconnaître qu'il y aura peut-être un certain deuil à faire pour modifier ses habitudes de vie. Ça peut être difficile aussi de concilier la grossesse avec les autres sphères de la vie, le travail, le couple, les autres enfants. Alors, la consommation peut venir pallier une certaine pression de performance dans une société qui nous en demande toujours plus. La grossesse est souvent un moment de chamboulement à plusieurs niveaux. Si, il y a de l'anxiété ou de la dépression à la base, ce sera plus difficile pour la personne de modifier ses habitudes de consommation. Il faudra donc aborder la santé mentale en parallèle. La consommation n'est qu'une partie du tableau. L'accompagnement des femmes enceintes et parents qui ont développé un trouble d'usage est justement complexe en raison des comorbidités qui lui sont associées. La santé mentale fait plus souvent que jamais partie du portrait également. Alors, 2 tiers des femmes qui ont développé un trouble d'usage aux substances souffrent également de dépression, d'anxiété ou d'état de stress post-traumatique. On sait également que les femmes qui souffrent de dépression ont moins tendance à demander de l'aide pendant la grossesse et peuvent arriver en suivi tardivement. Donc, ça peut générer un sentiment d'urgence chez les professionnels de la santé qui court le risque d'augmenter la stigmatisation si la personne se sent bousculée, par exemple. Le pourcentage des femmes ayant subi des traumas complexes au cours de leur vie, que ce soit de la violence physique, sexuelle, psychologique, ou liée à une histoire familiale difficile ou chaotique est très élevé chez les femmes qui ont développé un trouble d'usage. La grossesse ainsi que l'arrêt de la consommation peuvent venir exacerber ces traumas et faire remonter des souvenirs difficiles. Alors, c'est non négligeable parce que ça l'indique que même s'il y a diminution ou arrêt de la consommation, ce qui est en dessous risque d'être plus présent qu'avant.
Alors, au-delà des facteurs de risque et des comorbidités, la grossesse représente un changement identitaire pour chaque femme qui le vit. Plusieurs auteurs qui se sont penchés sur la question qualifient cette transformation de crise développementale, au même titre que l'adolescence, par exemple. Alors, c'est un changement qui touche les habitudes de vie, les relations interpersonnelles, le statut social, l'image corporelle, les perspectives d'avenir. Il y a souvent une prise de conscience des choix ou du manque de choix à présent, puis un sentiment d'écart entre là où la personne se trouve et là où elle aimerait se trouver dans le contexte de sa grossesse. On parle de crise développementale parce que la naissance d'un enfant implique une restructuration des priorités puis une redéfinition de soi pour chaque personne qui le vit. La naissance d'un enfant, c'est aussi la naissance d'un parent. Les facteurs psychologiques liés à ce changement incluent la peur de perdre son identité ou ses points de repère. Le mode de vie ou l'entourage est ancré dans la consommation, le plus ce sera difficile pour la personne de se projeter dans la parentalité. La peur de ne pas être à la hauteur du rôle de parent est une peur normale devant l'inconnu que représente la parentalité, surtout si on le vit pour la première fois. Mais le plus une personne se sent stigmatisée en lien avec sa consommation, le plus elle sentira qu'elle doit se prouver suffisamment bonne. Donc, ce qui laisse moins de place à aborder les difficultés réelles et les craintes vécues. Aussi, la grossesse est souvent accompagnée de sentiments d'ambivalence, même si elle est souhaitée ou planifiée. Mais lorsqu'il y a de la consommation, cette ambivalence est teintée d'une couche de plus de culpabilité. Donc, ce qui peut ressembler à j'aimerais être une bonne mère, mais je n'arrive pas à arrêter de consommer. Donc, même si je sais que c'est la meilleure chose pour mon enfant. Ce qui peut ouvrir la porte à avoir besoin d'aide et de soutien pour y arriver. Alors, la peur d'exposer ces difficultés au regard des autres, y inclut les professionnels de la santé, peut amener la personne à éviter de demander de l'aide et à s'isoler davantage. On dit souvent que la grossesse est une belle fenêtre d'opportunité d'intervention et c'est vrai, la motivation au changement est élevée et l'envie d'améliorer ses conditions de vie. Mais les études démontrent que peu de femmes consultent d'emblée pour un enjeu lié à la consommation pendant la grossesse. La honte et la culpabilité reviennent souvent dans le récit des femmes qu'on accompagne, remplies de peur d'avoir fait mal à leur enfant et d'être vues comme une mauvaise mère. Alors, si je pense à une femme que j'ai accompagnée pendant ses 2 grossesses et qui a évité les services pendant ses 2 grossesses et qui m'a dit par la suite, le plus je m'en voulais, le plus je consommais et le plus je consommais, le plus je me cachais. C'est une femme qui avait aussi vécu des expériences négatives dans le réseau de la santé avant d'être enceinte, mais aussi entourant son premier accouchement, où l'enfant avait été placé pas longtemps après la naissance. Alors, ça fait en sorte qu'elle était doublement évitante lors de sa 2e grossesse et doublement honteuse de retomber enceinte à peu près dans les mêmes conditions. L'attitude des soignants à d'autres moments dans la trajectoire a des impacts sur les choix et comportements de la femme pendant la grossesse. Mais de façon positive aussi, parce que cette même maman m'a aussi fait part de l'importance d'un lien de confiance qu'elle avait développé avec la travailleuse sociale du centre des naissances où elle avait accouché lors de la naissance de son 2e enfant. Alors, elle m'a relaté à quel point ça a été une croisée du chemin pour elle, ce lien-là qu'elle a su développer avec la travailleuse sociale, parce qu'il y a eu un moment où, pendant la période de cohabitation pour l'évaluation et le traitement du sevrage néonatal, donc elle a quitté l'hôpital, elle est allée consommer. Elle n'était pas fière d'elle, elle est restée à l'extérieur de l'hôpital quelques jours, peut-être 2-3 jours, et elle a hésité avant de revenir, mais elle a choisi de revenir. Et la travailleuse sociale l'a accueillie à ce moment-là et lui a dit, ce qui est important, c'est pas que tu sois partie, mais que tu sois revenue. Et ça l'a vraiment surpris la maman d'entendre ça et ça lui a permis de croire au changement, de croire qu'elle aussi pouvait devenir mère. Puis à partir de ce moment-là, elle a fait d'autres choix, entre autres intégrer une ressource de thérapie mère-enfant. Et bref, l'histoire finit bien. C'est une maman qui est très investie dans son rôle parental aujourd'hui.
Il reste que la peur de se faire retirer la garde de l'enfant est significative, même si elle n'est pas toujours nommée comme telle. Le fait de dévoiler ou non sa prise d'alcool ou de drogue est intimement lié à la crainte que la DPJ sera appelée à intervenir. Alors, c'est important d'aborder l'éléphant dans la pièce avec nos clientes, de démystifier le rôle de la DPJ, d'amener aussi la compréhension que c'est pas juste parce que consommation que la DPJ sera interpellée, mais plutôt en fonction de l'impact de cette consommation dans la vie de la femme et du développement de l'enfant une fois qu'il est là, qu'il y a des degrés de sévérité dans la consommation, il y a des facteurs de risque et de protection entourant la consommation. La relation au cœur de l'intervention. Alors, c'est important de se rappeler que lorsque les patientes nous rencontrent, elles ont en tête tous les autres professionnels qu'elles ont rencontrés avant nous. Les études le démontrent. Une seule interaction peut freiner ou faciliter le lien de confiance. C'est important de garder en tête aussi que les femmes qui ont développé un trouble d'usage aux substances ont souvent peu de gens dans leur entourage pour leur refléter leur nouvelle identité de mère. Elles vont donc se tourner davantage vers les professionnels pour les accompagner dans leur processus de changement et valider leur identité de mère. Les mots et les attitudes qu'on utilise peuvent renforcer la stigmatisation et augmenter la méfiance. L'aspect moral de ces deux identités, la mère comme étant bonne et valorisée, la toxicomane comme étant déviante, néfaste, amène un aspect polarisant à chacune de ces identités et très peu de nuances entre les deux. Mais c'est important de voir la femme dans sa globalité, de l'amener à comprendre le changement identitaire en cours, de l'amener à comprendre qu'elle peut être une bonne mère et avoir des enjeux liés à la consommation, qu'elle a des forces et des ressources, non seulement des problèmes et des difficultés. Alors, la réduction des méfaits est justement une approche que vous connaissez sûrement tous et toutes, mais qui veut diminuer ces barrières et outiller davantage la femme dans son processus de changement, ainsi que les professionnels qui l'entourent. Mais ça peut être difficile dans un contexte de grossesse de concilier l'approche de la réduction des méfaits avec nos connaissances. Lorsqu'on sait, par exemple, qu'il n'y a aucun seuil sécuritaire de consommation d'alcool en grossesse et qu'on se retrouve devant une femme pour laquelle ce n'est pas du tout réaliste qu'elle arrête de boire du jour au lendemain. Même si on croit au principe de la réduction des méfaits de façon générale, on n'a pas tendance à appliquer les principes de la même façon dans un contexte de grossesse. C'est normal d'une certaine façon parce qu'on a aussi l'intérêt de l'enfant à venir ou l'enfant qui est là en tête, ce qui amène une nuance de vulnérabilité à la gestion de risque. Mais dans un premier temps, la réduction des méfaits implique accepter que la réalité de la consommation chez les femmes enceintes et les parents existe. Accepter ne veut pas dire tout endosser, mais simplement reconnaître que dans une perspective de réduire les risques, il y a un continuum entre l'abstinence, la réduction de la consommation et la stabilisation de la consommation. À partir de là, on peut établir des objectifs réalistes avec la personne devant nous en fonction de ses préoccupations et ses priorités, dans le but de l'autonomiser dans sa prise de décision et d'accroître son pouvoir d'agir. Alors concrètement, si on accepte que cette réalité existe, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais dans un premier temps, c'est nécessaire d'ouvrir la porte à avoir de vraies discussions sur le sujet. Si on est avec une femme enceinte qui consomme activement et qui n'est pas prête à agir sur sa consommation, on peut voir avec elle qu'est-ce qui est important présentement, en commençant par les besoins de base. Est-ce qu'elle a faim? Est-ce qu'elle a soif? Où dort-elle? Est-ce qu'elle prend ses vitamines prénatales, par exemple? Si on est avec un parent qui nous dévoile une rechute ou une consommation active, on peut lui demander, lorsque tu consommes, qui prend soin de ton enfant, jusqu'à quand cette personne est disponible, qui cette personne peut contacter en cas d'urgence. C'est important de pouvoir aussi nommer nos attentes et nos préoccupations en tant que professionnels, que l'enfant demeure en sécurité, qu'il ne soit pas exposé à la consommation directement et que toute substance et matériel soit hors de la portée en tout temps. Ouvrir la discussion, c'est aussi prendre l'opportunité de sensibiliser à la vulnérabilité de l'enfant, à ses besoins, d'amener la notion de disponibilité aussi sur la table. Est-ce qu'elle est en mesure de rester disponible émotionnellement
est sensible aux besoins de son enfant lorsqu'elle consomme ou est en récupération d'un épisode de consommation. Alors, j'ai des mamans qui ont cessé toutes les substances sauf le cannabis, par exemple, et qui vont me dire que, en fait, le cannabis les aide à être un meilleur parent, à être plus disponible, à être plus enjoué avec leurs enfants. Alors, depuis que le cannabis est décriminalisé, ce sont le genre de conversations qu'on peut avoir, qu'on avait moins avant. La consommation est souvent banalisée, minimisée, mais il reste que ça nous permet d'avoir des vraies discussions. Parler des vraies choses, c'est aussi être transparent quant à nos responsabilités en tant que professionnels. Moi, je dis à mes clientes que j'apprécie leur honnêteté et que je comprends que l'envie de consommer peut demeurer présente même si on est parent. On peut avoir différentes relations avec différentes substances. De mon côté, j'ai quand même l'obligation de signaler si je pense que la consommation nuit au développement de l'enfant. Et si jamais j'ai ce genre d'inquiétude, je leur dis qu'elle sera la première à le savoir, que je vais leur en parler avant de faire quoi que ce soit. Si la femme enceinte ou le parent ne pense pas qu'ils peuvent nous parler de leur craving ou de leur consommation, bien, on passe à côté de l'occasion de faire de l'enseignement sur la consommation sécuritaire et court de risque de s'enfoncer davantage dans leur consommation et d'augmenter la prise de risque pour eux et pour leurs enfants. Toutes les mêmes stratégies de réduction des méfaits s'appliquent donc également dans un contexte de périnatalité et de parentalité, mais avec une nuance de plus de gestion des risques. Comme par exemple dans un contexte de TAO, on offre les mêmes traitements, y inclut le safe supply ou l'approvisionnement plus sécuritaire, mais on va mettre plus d'emphase sur la gestion sécuritaire de la médication lorsqu'il y a des enfants dans le décor. Au rond-point, on va aller jusqu'à leur donner la petite boîte verrouillée dans laquelle ils peuvent entreposer leur médication. Le plus on travaille auprès d'une clientèle vulnérable, le plus une approche à bas seuil d'exigence est importante, c'est-à-dire le plus on doit faire preuve de flexibilité dans le cadre thérapeutique. Et de la même façon, le plus on travaille auprès d'une clientèle précaire, le plus c'est essentiel de travailler en équipe, un peu comme on l'a vu tantôt, l'importance de la collaboration. Alors, si c'est pas possible dans tous les milieux, mais quand c'est pas possible et qu'on travaille auprès de femmes enceintes et de parents qui ont des enjeux de consommation, c'est encore plus important de se connecter avec d'autres ressources qui pourront être mises à profit pendant le suivi. C'est important de ne pas porter seul les situations complexes. Parmi les ingrédients d'efficacité pour bien travailler ensemble, c'est important d'inviter, de créer des occasions de concertation, que ce soit par le biais de comités plus spécifiques ou simplement de prévoir des discussions de cas ou de savoir avec qui discuter lorsqu'on se trouve devant des impasses. C'est important de ne pas essayer de porter tous les chapeaux lors de situations complexes, c'est-à-dire de connaître les limites de notre rôle et de mettre à profit les acteurs pertinents, idéalement de développer des partenariats en fonction des besoins. Donc, pour maximiser la cohérence de nos interventions et la continuité de la prise en charge. L'approche sensible au trauma et la réduction des méfaits ont en commun la réappropriation des pouvoirs et la collaboration. Alors, l'approche sensible au trauma ne demande pas de traiter ou guérir les traumas comme tels, mais plutôt de reconnaître que les personnes qui ont développé un trouble d'usage sont plus nombreuses que la population en général d'avoir vécu des traumas complexes au cours de leur vie et que la consommation est un mécanisme d'adaptation qui a été développé pour composer avec cette réalité difficile. Les principes clés de cette approche sont la sécurité, la fiabilité et la transparence. Alors, on peut créer un sentiment de sécurité en ayant des procédures d'admission simples, accueillantes et non jugeantes, en aménageant un espace physique de façon chaleureuse et invitante, en donnant des informations claires sur les services qu'on offre afin d'obtenir un consentement libre et éclairé. Le soutien des pairs, la collaboration et la réciprocité. Alors, on vise à briser l'isolement en augmentant les sentiments d'auto-efficacité, d'autodétermination et de dignité qui ont souvent été brimés par ces traumas. Donc, en communiquant ouvertement, en facilitant l'expression des sentiments,
puis en offrant aux gens le choix des traitements qu'ils préfèrent à partir de ce qu'on peut leur offrir. L'empowerment est la liberté de s'exprimer et de choisir et la reconnaissance d'aspects culturels, historiques et de genre. Alors, on vise à accroître ses valeurs et ses habiletés autant chez les professionnels que chez la clientèle par le biais, par exemple, de formations communes, de supervision clinique, d'espaces de concertation. Alors, je termine sur une citation d'un ouvrage qui est très intéressant si le sujet vous intéresse, qui s'appelle Parentalité, alcool et drogue, un défi multidisciplinaire. C'est grandement en fonction du regard porté sur elle par son partenaire, ses parents, les professionnels et la société que se définit l'identité de mère et se construisent les sentiments de valeur et de confiance nécessaires pour assumer ce rôle. Alors, on sait que la nature et la qualité du lien parent-enfant est déterminant dans le développement de l'enfant, mais de la même façon, le lien qu'on développe avec notre cliente devient un facteur décisif dans l'évolution de sa maternité. Le lien qu'on développe lui servira de soutien tout au long de son parcours parental si on reste directement impliqué, mais même indirectement, car lui permettra de faire confiance aux autres professionnels qu'elle va rencontrer. Alors, c'est tout. Merci. Je ne sais pas si vous avez des questions, des commentaires. Merci beaucoup, Anne-Marie. Donc, effectivement, on aurait quelques minutes s'il y en a qui ont des questions supplémentaires ou des commentaires pour Anne-Marie.